Gagner. Gagner, gagner, gagner. Il n'y a qu'un seul mot d'ordre pour ce dimanche. Face à l'AS Monaco, l'OM se doit de bien terminer l'année au Vélodrome avec une victoire pour rester collé au Paris Saint-Germain et au Racing Club de Lens. L'OM va jouer en dernier cette rencontre de Ligue 1. Ça sera la dernière de Ligue 1 de cette saison. On attend ici la victoire. Les amis, très heureux de vous retrouver. Bienvenue sur CM Football. On est sur l'analyse d'avant-match. On va parler de l'actualité de l'OM. On va parler de la conférence de presse de Roberto De Zerbi, qui était chaud patate quand même. Un peu remonté contre certains journalistes. La data room de l'AS Monaco, ma compo, mes attentes et mes prédictions en fin de vidéo. Abonnez-vous, sonnez la cloche, boostez. Merci pour votre soutien. Toujours un plaisir de vous partager ce contenu et vous êtes toujours les bienvenus pour justement apporter tous vos commentaires et vos angles d'amélioration. Alors, l'actu, ça passe par Mason Greenwood qui a marqué ce doublé face à l'Union Saint-Gilles avec cette place dans l'équipe de la semaine en numéro 9. C'est mérité et ça me permet de pouvoir parler de la place qu'obtient l'OM dans cette Ligue des Champions. 16e de cette Ligue des Champions. Je sais qu'on pourrait se dire, on pourrait avoir plus de points. On se connaît, on est supporter de l'OM. Ah, mais s'il n'y avait pas eu la main sifflée de Medina. Ah, mais si on n'avait pas eu le carton rouge de Palmieri. Ah, mais si la main sur le penalty face à l'Atalanta avait été sifflée, on n'aurait pas perdu. Ouais, ok, on va pouvoir refaire le monde. Ça, c'est un débat qui, pour moi, est sans fin. En revanche, si on m'avait dit, le 30 août, à l'issue du tirage au sort, qu'à l'issue de la 6e journée, l'OM serait 16e du classement de la Ligue des Champions avec 9 points, j'aurais signé tout de suite. Comme ça, direct, les yeux fermés. Pourquoi ? Parce que regardez les équipes qui sont devant nous. Le Barça, le Sporting, Chelsea, Newcastle, Tottenham, Borussia, Liverpool, Atlético, Real, Inter, Atalanta, Manchester City, PSG, Bayern et Arsenal. Il n'y a que du lourd. Et nous, on est juste derrière en embuscade à 1 point du FC Barcelone. Est-ce qu'on peut se rendre compte de la progression de cette équipe ? On fera le bilan la semaine prochaine, un bilan avant la Coupe de France. On fera un point, en tout cas, avant ce bilan, parce que pour moi, c'est satisfaisant. Alors après, oui, c'est clair, dans le jeu, il y a des choses qui doivent s'améliorer, on est d'accord. Mais on n'est pas le Real Madrid. Je pense qu'on n'a pas envie d'être le Real Madrid. On n'est pas le Barça. On n'est pas le PSG, mais s'il y a une seule équipe aujourd'hui qui peut avoir des supporters qui sont heureux, mais satisfaits, pumped up, c'est Arsenal. Et juste derrière, tu mets le Bayern par rapport à la production. Maintenant, prends toutes ces autres équipes-là et regarde les supporters où ils sont aujourd'hui. Et je pense que tous les supporters des équipes qui sont devant nous, elles sont en critique également. Alors, nous, on part de bien plus loin dans notre construction. Soyons satisfaits. Soyons ambitieux, voyons ce qu'on doit améliorer et on va y arriver. C'était un mot que j'avais envie de passer par rapport à l'insatisfaction qu'on a pu lire et entendre et voir après la victoire en Ligue des Champions à l'extérieur face à l'Union Saint-Gilles. Feu vert de l'OM, de la DNCG pour l'OM, ça veut dire que les finances vont bien, c'est un point très positif. L'indispensable, GPA, évidemment, Greenwood, Peixao, Aubameyang qui a marqué. Les deux ont marqué. Si c'est pas Aubameyang qui claque un doublé, c'est Greenwood. Et si c'est pas lui, c'est Peixao. Aux portes de la qualification, il faudrait un concours de circonstances très abracadabrant pour voir l'OM sortir des barrages. Mais on sait que c'est faisable. Mathématiquement, c'est possible. Mais on va rester concentré et je trouve que c'est de bon augure pour la suite. Même si on sait que notre place en Ligue des Champions, c'est, j'espère, le top 24. Ensuite, on verra ce que le tirage pourrait nous donner. Qu'arrive-t-il à Rouli ? On va en parler parce que Rouli a été en conférence de presse. J'ai aimé sa conférence de presse pleine de maturité, de sérénité malgré les dernières erreurs qu'il a pu faire. Est-ce que son arrêt à la dernière minute face à Promise David va le remettre en selle pour être le gardien décisif que l'on connaît ? On va le savoir assez rapidement. Weah et Murillo qui forment un superbe duo. Moi, en tout cas, j'ai aimé leur combinaison lors de la première mi-temps. Après, est-ce que Murillo sera là ? On a vu un Roberto De Zerbi qui a déclaré qu'il avait une gêne au mollet. Un petit mot sur la sélection marocaine avec Naïef Aguerd, évidemment, qui a été sélectionné pour la Coupe d'Afrique des Nations. Une Coupe d'Afrique des Nations qu'on va suivre.
On va pas la suivre ici sur CM Football. Je vous promets qu'on va la suivre en long, en large et en travers, comme d'habitude, comme les autres CAN. Je vous mettrai le lien juste ici sur le Vestiaire Football Club, mon autre chaîne. Ça commence samedi prochain, samedi dans 8 jours. Mais surtout, ça commence sur le Vestiaire Football Club dès lundi. On passe en mode Coupe d'Afrique des Nations. Venez en nombre. On a la conférence de presse qui vient de se terminer de Roberto De Zerbi que je retranscris avec les amis de Massilia Zone. Alors Geronimo Rulli, il a parlé de la concurrence avec De Lange en disant que c'était très bien, même s'il ne voulait pas lui laisser sa place, c'était important de rester sous pression et sous concurrence. Il a parlé aussi de Mason Greenwood qu'il voit juste derrière Léo Messi. J'ai aimé sa remise en question générale. Quand il parle des buts encaissés dans les dernières minutes, alors il dit aussi que son jeu au pied fait partie d'un élément nouveau, même s'il est à l'aise. Il fait partie de ces gardiens volants, un défenseur en plus, comme il l'a dit. D'ailleurs, j'ai aimé qu'il fasse la conférence de presse entièrement en français. Il faut que je me mette en tête que j'ai plus de responsabilités dans les dernières minutes. C'est mon travail aussi. J'aime l'exigence de ce gardien, j'aime l'exigence de cet homme, j'aime tout ce qu'il apporte à l'OM. On a un Rulli qui a dit qu'on avait gâché trop de points, voilà, mais il veut bien clôturer l'année au Vélodrome et il n'a pas peur de jouer au pied, ce qu'on disait juste avant. Alors on a un Roberto De Zerbi qui est arrivé avec la volonté de parler français. C'est difficile parce qu'il aimerait parfaitement expliquer tous les éléments qu'il a en tête en français, mais il a dit que ça se ferait parce qu'il apprend. Parce qu'il se développe. C'est toujours un élément positif à mes yeux. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que Roberto De Zerbi, avec l'ensemble de son staff et de cette direction, font grandir cet OM par rapport à ce qu'on avait il y a 24 mois, ou même dans l'ère McCourt. J'ai aimé aussi sa prise de position par rapport aux différents joueurs. Il reste prudent par rapport au retour de Gouiri. Il a annoncé que Murillo avait une gêne au mollet. Il a laissé un jour de repos à son effectif. C'était hier, donc jeudi. Il a laissé un jour de repos pour justement que ces joueurs puissent profiter de leur famille, de leurs enfants, se libérer la tête afin de se projeter sur le match face à Monaco. Il a parlé de Gouiri, on en a vu, des difficultés face au gros. Basiquement, il a répondu que l'OM devait faire mieux justement à l'extérieur, mais que c'était une force de pouvoir jouer au Vélodrome. Il a mis en avant Peixao sur son sens du sacrifice. Et c'est vrai qu'on ne peut pas le renier. Je sais qu'il y a des détracteurs de Peixao qui disent régulièrement on n'a pas payé 35 millions d'euros à un joueur pour le voir piston. On a payé 35 millions d'euros pour avoir un joueur qui est décisif. Et aujourd'hui, ce joueur l'est. Alors, il a une grosse débauche d'énergie, mais regardez le nombre de fois que Peixao sort avant la fin de la rencontre, c'est rare. Donc, il compte énormément sur lui et il n'a pas eu l'occasion de le faire souffler depuis le début de la saison, depuis son arrivée, en tout cas, dans l'entraînement collectif début septembre. Alors, il faudra le faire à un moment. Il a répondu sur la question des attaques qui peuvent gêner l'OM, notamment les 4 attaquants lillois qui avaient gêné la relance de l'OM. Des fois, on est mauvais, ce n'est pas le système. Il a bien mis en avant le fait qu'on avait été quand même très mauvais, encore une fois, face à Lille, et on ne peut pas lui donner tort. Voilà. On souffre un peu plus. Il y avait une période où on paraissait plus solide. Aujourd'hui, si on est fébrile, c'est une question psychologique. Et c'est un fait aussi, quand on voit la fin de la rencontre face à l'Union Saint-Gilles, oui, on a fait caca culotte, bien sûr. Mais à la fin, on a tenu. Et comme contre Auxerre, moi je pense que ces matchs-là font partie des matchs sur lesquels on peut compter dans la saison et se dire qu'on évolue. Parce que mentalement, c'est fort. Alors, dans le reste des informations, un Roberto De Zerbi qui a défendu Mason Greenwood, qui le voit en lui un potentiel ballon d'or. Important de montrer la confiance qu'il a en lui, même si il a été tensé, Roberto De Zerbi, par Flo Germain d'RMC. Vos questions polémiques ne me mettent pas en difficulté, je réponds à tout. Je ne suis pas bête, quand on a voulu me piéger avec Højbjerg, j'ai bien répondu. En fait, il y avait une polémique avec Højbjerg et notamment la possibilité de faire rentrer des jeunes en fin de rencontre, chose à quoi Roberto De Zerbi a décidé, lui, de garder de l'expérience sur le terrain, même s'il a fait rentrer Robinho Vaz. Il a justement voulu protéger ces jeunes en disant qu'il n'avait peut-être pas le niveau, c'est pas dans ces termes-là qu'il s'est exprimé, mais le niveau de rentrer dans cette intensité de Ligue des Champions, que ça pouvait leur faire plus de mal que de bien, de devoir tenir la fin du match.
Résultat, on a quand même tenu et il faut être satisfait de ça. Il a répondu justement sur Olbière qu'il l'amènerait partout. Sur l'exigence concernant Mason Greenwood, il a dit que c'était pas grave s'il comprenait pas tout de suite tout ce qu'il touche autour de lui, mais que dans les quatre prochaines années, s'il avait compris ce que Roberto De Zerbi lui avait transmis, bah, il en serait très heureux. En tout cas, on a trouvé un Roberto De Zerbi très 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 alerte. Il fait attention aussi au poste de numéro 10. Pour lui, il faut avoir de la polyvalence et il s'adapte évidemment à tous ses joueurs. On a senti un Roberto De Zerbi qui est prêt pour le match face à l'AS Monaco. C'est un match qui va clôturer la 16e journée de Ligue 1, donc on saura quels sont les résultats de nos adversaires. Initialement, c'est le 3e qui affronte le 7e, mais l'OM pourrait voir Lille le dépasser et on a Monaco qui reste derrière, chassé par Strasbourg et Toulouse. Une équipe de l'AS Monaco qui a beaucoup de mal cette saison. Plus de mal que la saison dernière, un changement d'entraîneur et Pocognoli n'arrive pas réellement à trouver aujourd'hui son schéma titre. On a une équipe qui est en difficulté à l'extérieur. La dernière victoire à l'extérieur de l'AS Monaco, c'est face à Bodo Glimt. C'était en Ligue des Champions, c'était début novembre. Hormis cette victoire, on a l'AS Monaco qui a fait match nul contre Pafos et qui a perdu contre Rennes en Ligue 1. Il y a eu cette victoire de prestige quand même face au Paris Saint-Germain. Et puis il y a eu cette défaite, la dernière défaite de l'AS Monaco à l'extérieur, c'était face à Brest. Pourtant, l'AS Monaco a joué à 11 contre 10. On va y venir dans justement la data room avec les images. On a une équipe de l'AS Monaco qui est en difficulté face au top 6. Du classement. À l'extérieur, défaite à Rennes. À l'extérieur, défaite à Lille. Une seule victoire, c'est contre le Paris Saint-Germain 1-0. Ça ressemble étrangement à ce qu'on est capable de faire de notre côté. On va le voir. Du côté de la structure des buts de l'AS Monaco, on a une équipe qui est plus en facilité en deuxième partie de rencontre et surtout dans le dernier quart d'heure. 4 buts marqués, mais surtout 6 buts encaissés. Donc, ici, il y a une clé. C'est pas une équipe qui rentre tambour battant dans ses rencontres, qui encaisse beaucoup de buts quand elle est à l'extérieur, mais on va pas faire de ça une vérité absolue, puisqu'on l'a vu contre Toulouse. Toulouse n'avait pas marqué dans la première demi-heure, et finalement, Toulouse a mené au Vélodrome. Du côté de l'OM, on l'a dit, ça ressemble étrangement au classement de Monaco, en tout cas au schéma de Monaco, avec des défaites à l'extérieur, sauf une seule victoire contre le Paris Saint-Germain. Elle est très belle, mais si on avait le schéma inverse, on serait largement leader du championnat. Concernant les défaites à l'extérieur, ça répond à ce qu'avait dit Roberto De Zerbi tout à l'heure, qu'il vaut mieux jouer au Vélodrome, et la deuxième partie de saison, elle pourrait être intéressante. Quand tu regardes justement la structure de but pour faire la comparaison avec l'AS Monaco, nous, à l'inverse de l'AS Monaco, on marque énormément en fin de rencontre et on en encaisse beaucoup par rapport à la part de but qu'on encaisse, mais peu au global. Après, les buts qu'on encaisse dans les dernières minutes, ils nous coûtent malheureusement très cher. Voilà, donc ça, c'est un point sur lequel on va devoir faire attention. Quand on analyse cette équipe de l'AS Monaco, défensivement, il y a quand même des trous. Là, je vous mets le premier but de Rennes face à l'ASM. Une balle qui part de derrière de la défense centrale. Il jouait à 3 avec Habib Beye, avec l'entraîneur Habib Beye. Et là, on va avoir un no man's land qui va permettre au défenseur central de se projeter au milieu de terrain et de faire une course de 50 mètres. Il va écarter sur le côté droit. Mady Camara va centrer. Il va continuer son dépassement de fonction et il va se retrouver avec de la réussite à la conclusion et ouvrir le score. En deuxième mi-temps, c'est un schéma, c'est marrant, je ne le cherche pas celui-là, mais ça tombe toujours. Frappe de loin, c'est un gage d'efficacité pour marquer des buts. Je serais content le jour où on va marquer un but de loin, même si c'est déjà arrivé cette saison. Et ça, surtout, il y a un gardien de l'AS Monaco qui a des gants en peau de pêche, je dirais, et j'espère qu'il va les garder. Il me rappellera peut-être le gardien de Brest, parce que là, il repousse le ballon, et à la retombée, t'as Mady Camara qui a marqué le deuxième but. Il y a un élément aussi, c'est que l'AS Monaco, sous pressing, peut être mis en difficulté dans la rapidité et dans la verticalité. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on ait un milieu de terrain dense. Ici, c'est Ajorc qui va récupérer, qui va passer à Doumbia. C'était une phase de possession à l'AS Monaco et une phase de construction. Et ensuite, on a Doumbia qui va lancer son attaquant, qui va voir le gardien repousser le ballon. Il ne va pas le capter, il va repousser. Il n'y a pas de deuxième attaquant pour reprendre. Mais ça vous montre que si on est rapide, si on est tonique,
on va pouvoir mettre en difficulté cette équipe de l'AS Monaco. Là, sur le deuxième but, sur le but du match, on a justement Ajor qui frappe, le gardien qui repousse et à la conclusion, Doumbia qui va ouvrir le score. Donc si on apporte de la densité dans la surface de réparation, c'est clair qu'on va avoir des deuxièmes ballons et c'est clair qu'on va marquer à mes yeux. Je ne vois pas l'OM ne pas marquer dans cette rencontre. Alors après, à la différence, quand cet AS Monaco récupère le ballon, ça va très vite. Le trio Golovin avec Balogun et Minamino, ça va très vite. Là, c'est face au PSG. Chevalier va faire un très bel arrêt et va stopper cette occasion. Mais c'est une balle perdue de Fabian Ruiz. Et en 3 ballons, on a Minamino qui va se retrouver à la frappe. L'autre point fort de cet AS Monaco, ici face au PSG, c'est la densité sur les coups de pied arrêtés, sur les corners, les coups francs. Là, c'est un deuxième ballon suite à un corner. C'est Salissou qui a marqué. Le but va être injustement refusé pour un hors-jeu de position. Mais l'AS Monaco a su mettre en place un système avec une densité physique et technique pour marquer des buts sur les coups de pied arrêtés. Alors après, quand je le disais que ça allait vite, là on a Salissou qui va lancer Golovin et en 2 ballons, on se retrouve dans la surface de réparation du PSG et c'est Minamino qui va ouvrir le score. Donc les côtés et la rapidité dans l'axe, attention. Ce ne sont pas des poncifs ici, mais c'est une véritable force qu'a cette équipe. Maintenant, je la trouve plutôt en difficulté. Je trouve que l'OM aura clairement des situations et c'est un match sur lequel je peux voir l'OM marquer beaucoup de buts à cet AS Monaco. Offensivement, cet AS Monaco est fort, mais regarde, là on a en début de rencontre face à Galatasaray, Gundogan qui va se retrouver au 6 mètres et qui va mettre le ballon juste au-dessus. Un long dégagement du gardien de Galatasaray et ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu avec l'OM, avec notamment Geronimo Rulli. Un duel remporté par l'attaquant du Galatasaray et il va se retrouver en position de frappe, il va toucher le poteau extérieur. Monaco aurait pu être mené très rapidement dans cette rencontre, ils ont tenu, ils se sont procurés des occasions, encore une fois, sur coup de pied arrêté, avec un Kliouche ou un Zakaria ici, qui à la récupération du ballon va se projeter, va passer pour Minamino et va se retrouver à la conclusion du centre de Minamino. Zakaria, élément clé du milieu de terrain. On se rappelle du match retour au stade Louis II où on avait pris le bouillon. Et cet AS Monaco va marquer sur une phase qu'on a étudiée, un corner, une tête, une grosse densité dans la surface sur ce corner et Balogun qui va ouvrir le score. Donc, on va subir à certains moments. Si on perd le ballon, on risque de se retrouver en difficulté par rapport à la rapidité des techniciens monégasques. En revanche, à l'inverse, si on a l'efficacité nécessaire, on saura se mettre en facilité de pouvoir remporter cette rencontre. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez par rapport aux forces et aux faiblesses. Alors, quel compo dans cette équipe? Quel compo pour l'OM? Je vous ai mis en 1, pas tapé, hein. Vous attendez que j'ai fini, hein, quand même, s'il vous plaît. En 1, la compo que je m'attends de voir dans cette rencontre. Donc Rulli dans les buts, Aguerd, Balerdi, Pavard, Timothy Weah et Emerson en piston, Højbjerg, Vermeeren au milieu, Greenwood et Peixao pour organiser le jeu et Aubameyang devant. Donc 3 défenseurs, des pistons, 2 milieux pour récupérer, densifier et accélérer, Peixao et Greenwood devant pour accompagner Pierre-Emerick Aubameyang. Je pense que Roberto De Zerbi, s'il a son 11 total, c'est le 11 qu'il choisira, notamment parce qu'il a pu faire souffler Balerdi et Pavard, Balerdi une mi-temps, Pavard l'ensemble de la rencontre. Il peut compter sur Weah avec un Murillo qui est incertain à l'heure actuelle. Emerson doit mieux faire, mais pour moi il doit être là, parce qu'on n'a pas de remplaçant, et puis devant le trio habituel. Maintenant, je vous partage la compo que j'aimerais voir. Donc là, on est sur un autre système. On a Rulli dans les buts, Emerson à gauche, Murillo à droite, s'il est totalement remis. Aguerd, Balerdi. Vous allez me dire, Chris, pourquoi tu mets pas Pavard? Parce que Pavard, à l'heure actuelle, il n'est pas à 100% du niveau qu'on attend de lui. Donc, je mets Murillo, que j'ai apprécié lors de cette rencontre face à l'Union Saint-Gilloise, s'il est à 100%. Højbjerg, Vermeeren, Greenwood en numéro 10, à droite Timothy Weah et à gauche Peixao. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en phase offensive, on peut se retrouver dans ce système-là, avec un Weah qui peut accompagner, un Murillo qui peut monter, un Emerson qui peut accompagner aussi Peixao, qui peut se retrouver plus face au but, et un équilibre défensif. Alors c'est déstructuré, évidemment, c'est dans une phase de possession offensive, mais c'est quelque chose qui me plairait de voir. Maintenant, il y a l'autre variable,
Parce que je me dis que face à ce milieu de terrain, on a un Roberto De Zerbi qui va peut-être chercher à densifier et à avoir un combat physique au milieu de terrain, avec la qualité technique de Matt O'Reilly, qui n'est pas totalement satisfaisant, je sais, vous allez me le dire, mais c'est une combinaison d'éléments qui font qu'on peut gagner. Eh bien, je mettrai Wea à droite, dans ces cas-là, si Murillo est out, et c'est le milieu qu'on avait vu face au Real Madrid. Højbjerg, Kondogbia, O'Reilly. Du physique, de la qualité technique, pour avoir Peixao et Greenwood sur les côtés qui rentrent, avec les pistons qui montent, et Aubameyang devant. Vous avez les 3 compos, vous me dites en commentaire, choix 1, choix 2, choix 3. Je suis curieux d'avoir votre avis, évidemment, à ce sujet. Alors, les personnes que j'attends, les joueurs que j'attends, évidemment, retrouver le niveau de Geronimo Rulli. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il doit retrouver son statut d'homme providentiel, de gardien clé, d'homme décisif de l'OM. Je me dis qu'il va se rappeler au bon souvenir de la rencontre face à l'AS Monaco l'année dernière, et il va retrouver son niveau, en tout cas son arrêt face à Promise David, et va dans ce sens. Naïef Aguerd, on a retrouvé le leader de la défense de l'OM. Et j'ai rattrapé Lille-OM, ouais, je me suis fait du mal. J'avais pas vu sa frappe à la télé, je l'avais pas vu, la frappe qu'il met quand il y a Vermeeren qui fait une faute en phase de retour défensif. Et pour faire une frappe comme ça, je pense que sa pubalgie, elle est complètement à l'arrêt. Donc ça va bien pour lui. Et donc ça sera son dernier match, je pense, avant la Coupe d'Afrique des Nations. Naïef Aguerd, que j'attends évidemment en grand patron de cette défense face à Balogun et sa vitesse. J'attends aussi qu'Emerson se remette la tête à l'endroit par rapport à sa performance face à l'Union Saint-Gilloise. J'ai trouvé qu'il avait été moins bien dans cette rencontre. J'espère qu'il va retrouver le niveau qu'on a eu de lui depuis le début de la saison, parce que c'est un homme qui est très satisfaisant et il peut avoir un no-match. Quelle sera la performance de Matt O'Reilly s'il est dans le 11 ? Parce qu'il est clivant. Il est clivant, le Danois. Est-ce qu'il aura la qualité technique nécessaire pour faire déjouer le milieu de terrain monégasque ? Et est-ce que la frappe de loin ne peut pas venir de lui ? Lui qui avait des stats de fou avec le Celtic Glasgow, ça fait quelques mois qu'il est à Marseille maintenant. Il doit avoir pris la mesure de ce championnat de France de Ligue 1 et monter et hausser son niveau de jeu. Surtout qu'à ses côtés, il a un Højbjerg qui arrive à récupérer un maximum de ballons. Pierre-Emile Højbjerg est l'homme qui récupère le plus de ballons en Ligue des Champions, devant Barrenetxea et Nuno Mendes et Szoboszlai et Vitinha. Donc, je me le dis à moi-même, j'ai beau le critiquer, il y a un moment, il y a des chiffres, et ces chiffres-là, ils ne mentent pas. Donc, je le vois titulaire et je comprendrais qu'il soit le leader de ce milieu. Avec peut-être Geoffrey Kondogbia qui pourrait avoir une clé à jouer justement dans cette rencontre, parce que dans le physique et dans le duel face à Zakaria, et il y a peut-être un coup à jouer ici pour qu'il puisse relayer le ballon et accélérer le moment venu pour se sortir du pressing monégasque. Quelle sera l'attitude de Vermeeren, s'il sera titulaire ou pas ? J'aime bien, parce que quand on a le ballon et quand on est, on va dire, en possession et qu'on doit jouer vers l'avant, il est très bon. Là où il doit progresser, c'est sous pression, justement, du résultat. Et on a eu du mal à le retrouver leader après le deuxième but de l'Union Saint-Gilles. Donc, curieux de voir. Et puis, évidemment, c'est le trio offensif. Aubameyang, Greenwood, Peixao, qui sera évidemment encore présent. Je crois qu'ils ont marqué plus de 25 buts cette saison, plus de 15 passes D. On les attend parce que, évidemment, ils auront une grande carte à jouer. Justement, quelles vont être mes prédictions pour ce grand match de Ligue 1 ? Je vous partage tout ça avec mon partenaire qui vous offre 10 € offerts sans dépôt, avec le lien dans la description. Je vous rappelle évidemment que jouer doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures. Voilà, ça fait toujours du bien parfois de pouvoir jouer et de s'amuser, mais rester sur des petites sommes, des sommes que vous êtes prêts à perdre. Alors, avant de passer au prono, on regarde les derniers résultats de l'OM face à Monaco. C'est assez serré en général, hein. On a l'OM qui l'a emporté 2 fois sur les 6 dernières rencontres, Monaco qui l'a emporté une seule fois, et 3 fois on a eu des matchs nuls, mais on a toujours eu des buts. Donc, vers quoi on va aller? Eh bien, regardez les cotes de l'OM à 1,85. Le match nul est coté, lui, à 3,95 et l'AS Monaco est coté à 3,75. L'OM est favori, mais c'est une cote qui est assez élevée généralement pour l'OM. Alors, moi, je suis pas très inquiet en fait pour cette rencontre. C'est pas présomptueux, c'est pas condescendant. C'est que par rapport à ce qu'on dégage et par rapport à ce que
réalise cet AS Monaco de Pocognoli, notamment à l'extérieur. Mais moi, je vois une victoire de l'OM. Je vois une victoire avec les deux équipes qui marquent. Voilà, ça c'est quasiment établi parce que je vois cette puissance offensive monégasque qui peut nous faire mal. Donc moi, je vois la victoire de l'OM à 1,85. Est-ce que les deux équipes qui marquent? Je vous ai dit oui, donc on est à 1,39. Ça, c'est si on est en sec. Et je vois un match avec des buts. Donc moi, je vois plus de 3 buts dans cette rencontre, plus de 2,5 si on joue en cote sèche. Et après, si je vais chercher le résultat, bah moi, je trouve que c'est un match sur lequel je vais pas jouer le 2-1, parce que vous m'avez dit, je dis souvent le 2-1. Mais moi, je vais jouer le 2-1, 3-1 ou 4-1 pour l'OM. Je m'attends vraiment à ce que cet OM se rende, pas le match facile, mais prenne le lead dans cette rencontre, aille chercher justement cette ouverture du score, potentiellement même un deuxième but, que Monaco peut revenir, et après on empile. Parce que je vois cette défense pour moi friable. Après, on a un Pocognoli qui est en mode Ligue des Champions. Donc, quelle sera son attitude de son côté? Ça, c'est un véritable point. Mais moi, je vois l'OM réellement aller chercher cette victoire et bien terminer la saison pour la Ligue 1. Parce qu'après, il faudra se projeter sur la Coupe de France et il ne faudra pas l'oublier. Je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire, votre prono. Dites-moi tout ça. Nous, on va se retrouver dimanche ou lundi. Suivez-moi sur mon compte Insta, puisque j'ai la chance de vivre un moment exceptionnel encore ce dimanche au Vélodrome. Je vais pouvoir vous partager 2-3 éléments et je n'ai pas la certitude à l'heure actuelle de pouvoir être présent pour pouvoir vous faire le débrief live. Mais si je peux, je le ferai. Sinon, on se retrouvera relativement tôt lundi matin pour le débrief à froid avec, j'espère, évidemment, un maximum de yes. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Allez l'OM et à dimanche. Ciao!